Bonjour, bienvenue au musée départemental de la Résistance et de la déportation de Haute-Garonne. Je suis Déborah, médiatrice au musée. Avec Fanny, la petite voix. Bonjour Fanny. Bonjour. On vous propose aujourd'hui une visite un peu spéciale. On va visiter le musée, mais sans bouger de votre chaise. C'est un peu le musée à domicile. Mais attention, nous n'allons pas être les seuls à travailler aujourd'hui. Avec la vidéo, je vous propose de télécharger le petit questionnaire pour travailler sur des objets et des documents issus des collections du musée et des archives départementales. Vous allez les analyser comme des historiens pour comprendre ce qu'il s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en Haute-Garonne. Ils vous permettront, à travers 6 aspects différents, d'aborder la vie quotidienne des Haut-Garonnais durant la Seconde Guerre mondiale. La question aujourd'hui est donc, comment vivait-on ou comment survivait-on sous Vichy? Mais au fait, Fanny, c'est quoi Vichy? Est-ce que tu peux nous faire un petit point de chronologie pour remettre tous ces objets dans leur contexte? Allez, c'est parti. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne par cette dernière. S'ensuit une période appelée la drôle de guerre, puis la guerre éclair avec l'invasion de la France à partir du 10 mai 1940. Le 17 juin, dans un discours officiel à la radio française, le maréchal Pétain annonce la défaite. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Et le 22 juin, c'est la signature de l'armistice à Rotonde. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale, réunie à Vichy, vote les pleins pouvoirs au maréchal. C'est la fin de la République et le début de la dictature. À partir de cette date, le régime de Vichy va promulguer des lois réduisant les droits et les libertés fondamentales et stigmatisant certaines catégories de la population sur des critères religieux et politiques. La presse est muselée et soumise à la propagande d'État, l'opposition politique est interdite, les syndicats sont dissous. Les Français nés à l'étranger sont déchus de leur nationalité et enfermés. Et ce n'est que le début. La vie des Français est également bouleversée au niveau géographique. La moitié nord de la France est occupée par l'Allemagne et l'Alsace-Lorraine est annexée. La moitié sud de la France est soumise à l'autorité du maréchal Pétain et de son gouvernement. À partir du 11 novembre 1942, l'Allemagne envahit et occupe la zone sud, alors que l'Italie, son allié, envahit et occupe de novembre 1942 à septembre 1943 la Corse et un territoire qui s'étend quasiment jusqu'à Lyon au nord et qui s'arrête entre Marseille et Toulon à l'ouest. Les bases sont posées. On va vous laisser presque tranquille avec les dates. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous ne l'avez pas fait, regroupez-vous en équipe ou de manière individuelle pour répondre au questionnaire. Vous pourrez ensuite comparer vos réponses avec les explications de Fanny. Allez, rendez-vous dans les étages. Ok, on y va. L'objet que vous voyez est une boîte qui contenait des cubes de bouillon aromatisés. Si aujourd'hui c'est un ingrédient classique de nos recettes, ce n'était pas le cas jusqu'à l'entre-deux-guerres. Pour comprendre cet objet, il faut le recontextualiser avec un rapide cours de cuisine. Avant la guerre, réaliser un bouillon est une chose normale dans le quotidien d'une ménagère. Elle fait un plat avec de la viande, disons une volaille, les restes, la carcasse, sont plongés dans de l'eau avec des légumes, des aromates et laissés à mijoter pendant plusieurs heures. Le résultat est un bouillon qui peut servir de repas pendant plusieurs jours. Avec la guerre, la nourriture et particulièrement la viande deviennent rares et rationnées. Il faut donc trouver des substituts. Le bouillon artificiel que nous connaissons aujourd'hui devient donc une alternative. Et cette situation perdure même après la guerre. Comme vous le voyez, cette boîte est datée de 1944 et les restrictions et tickets de rationnement durent jusqu'en 1949, car il faut du temps pour rebâtir l'économie. Si l'utilisation des bouillons solubles devient indispensable, c'est parce que vous l'aurez compris, rien n'est plus comme avant en temps de guerre. Dès 1939, les difficultés matérielles s'accumulent, c'est le temps des pénuries et des restrictions. On manque de tout. Mais quelles sont les causes de cette pénurie? Tout d'abord, les destructions. Les prisonniers de guerre de 1940. Du fait de ces manques, l'économie, les cultures, les usines tournent au ralenti. En temps de guerre également, les frontières sont fermées. Plus d'import, plus d'export. On ne peut pas faire venir ce qui manque. De plus, du fait des clauses de l'armistice,
la France doit verser un tribut de guerre aux vainqueurs et l'armée d'occupation se sert sur les ressources de la population. Enfin, à Haute-Garonne, on va subir longtemps les effets de l'exode et de l'afflux des réfugiés venus en zone sud pour se protéger. Dans les vitrines du musée, vous pouvez également découvrir, à côté de la boîte de Viandox, les différents moyens mis en place pour subvenir aux besoins du quotidien et pallier à ces difficultés. Il y a les moyens officiels, comme les tickets et les cartes de rationnement présentées ici. Une carte pour chaque produit, une carte pour chaque membre de la famille, c'est un vrai casse-tête à utiliser. Et pour certains produits, le rationnement sera maintenu jusqu'en 1949. Il y a aussi les moyens détournés, ce qu'on appelle le système D. La débrouille devient le maître mot. Recyclage, élevage de lapins sur le balcon, troc, vélo, tout est bon pour améliorer son quotidien. Et les astuces des magazines féminins ne sont pas en reste. Comme avec ces recettes dans le magazine Marie-Claire ici, essayez ces biscuits sans œufs, sans farine et sans gras. On le comprend, les Français à ce moment-là manquent de tout. Les files d'attente s'allongent alors devant les épiceries comme on peut le voir sur les photos prises durant la période d'occupation. On le comprend donc, à ce moment-là, la principale préoccupation des Français est de subvenir aux besoins du quotidien. Et les changements politiques qui vont se mettre en place le font sans quasi aucune opposition, comme va vous le démontrer Fanny à travers l'étude d'un nouveau document. Ok, on y va. Voici la une du journal La Dépêche du 11 juillet 1940. Avec son titre principal, l'Assemblée nationale s'est prononcée. Le maréchal Pétain, chef de l'État et chef de l'exécutif, a tout pouvoir pour promulguer la nouvelle Constitution. Dans cet article est relaté que le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale, qui siège désormais à Vichy, vote une réforme de la Constitution et donne les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. L'Assemblée nationale est une institution de la République composée de députés parlementaires élus par les citoyens pour les représenter et voter les lois. Petite subtilité, pour être validée, cette loi des pleins pouvoirs doit en théorie être plébiscitée par les citoyens lors d'un vote populaire. Le piège se referme, les citoyens sont les fossoyeurs de leur propre démocratie. Vous l'aurez compris, la date du 10 juillet 1940 est extrêmement importante. Si on regarde la définition, une dictature est un régime politique où le pouvoir est exercé par une seule personne ou un petit groupe de personnes qui l'exerce sans contrôle et de manière autoritaire. Plus de doute, en 1940, la France est bien devenue une dictature. La population est mise sous contrôle et les libertés sont supprimées. Bien évidemment, le droit de vote est supprimé. Les partis politiques sont dissous, les syndicats également. Aucune opposition possible. Manifester devient interdit. Les communications aussi sont contrôlées. La censure se met en place, la liberté d'expression est supprimée. Dans les vitrines du musée, vous pouvez par exemple découvrir cette carte postale, un peu curieuse. Elle fait partie d'une série de 11 cartes postales qui servaient à communiquer de la zone occupée vers la zone non occupée. Ce sont des communications privées. A priori, une carte postale est un objet plutôt anodin. Seulement celle-ci, comme vous pouvez le voir, est pré-remplie. Et il est bien indiqué dans l'intitulé que si le contenu ne convient pas, elle sera détruite. Même dans la communication intime, les Français sont sous le contrôle permanent du gouvernement. La répression également est très importante, comme le montrent les nombreuses cartes d'arrestation de la section judiciaire de Toulouse qui sont présentées tout au long du parcours d'exposition du musée. Bien entendu, quelques voix s'élèvent contre ces mesures, mais elles sont très rares et rapidement, elles se taisent. Pourtant, lentement, dans la clandestinité, les personnes se regroupent, discutent et décident finalement d'agir. La résistance naît, mais très lentement. Bien évidemment, les signes de la République sont supprimés. Et la Marianne, dans la clandestinité comme dans l'enfermement, devient un signe de ralliement pour la résistance. Finalement, la grande majorité de la population adhère au nouveau régime, ou en tout cas n'exprime pas spécialement d'opposition. Et le gouvernement, par un important travail de propagande, veille bien à imposer, à inculquer les nouvelles valeurs du régime, travail, famille, patrie.
Voici 2 objets. Vous avez tous croisé des plaques de rue des centaines de fois. Habituellement, elles rendent hommage à des personnages importants de notre histoire, des personnalités politiques, historiques, artistiques, etc. Celle-ci est différente, elle est dédiée au maréchal Pétain. Après la Première Guerre mondiale, Philippe Pétain est considéré comme le héros de la bataille de Verdun. Il est glorifié comme un héros de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est le dictateur d'une France qui collabore avec l'occupant allemand. Il est également glorifié par le biais de la propagande d'État. Après la guerre, le maréchal Pétain est frappé d'indignité nationale, condamné pour trahison. Cette plaque de rue n'a donc pas pu être réalisée après la Seconde Guerre mondiale. La broderie que vous voyez est un objet de décoration. Elle représente le maréchal Pétain. Cette production est un objet atypique de propagande. Mais qu'est-ce que la propagande précisément ? C'est un ensemble de techniques de communication et de persuasion qui sont mises en œuvre pour propager une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine auprès de la population, et ce par tous les moyens. Ça se fait de façon frontale, comme avec des affiches, avec des discours officiels, mais aussi de façon insidieuse, dans des articles de presse, dans les objets du quotidien, comme par le biais de cette broderie. Comme vous l'avez compris à travers les objets que vient de vous présenter Fanny, la propagande est le maître mot pour comprendre le fonctionnement d'une dictature. Ici, elle s'appuie principalement sur le culte du chef. D'ailleurs, dans les collections du musée, on retrouve énormément d'autres objets à son effigie. Assiettes décoratives, livres pour enfants, timbres, calendriers. Le sauveur, le chef, est absolument partout. Un nouvel hymne est même créé à sa gloire. Maréchal, nous voilà. Mais la propagande est également au service du nouveau programme politique, la Révolution nationale. Ce programme politique porte des valeurs dites traditionnelles. La vie rurale, le travail de la terre, la famille. Le patriarcat et les familles nombreuses sont la base de la société. Dans ce modèle, chacun sa place. Et cette place est inculquée dès l'école aux plus jeunes, puis dans les organisations qui participent à leur embrigadement. Aux hommes, la place au champ, le travail de la terre, pour subvenir aux besoins de la famille. Les jeunes garçons doivent être à l'image de la France, saine, forte et virile, comme le montre l'affiche des Compagnons de France qui ouvre le parcours d'exposition du musée. Aux jeunes filles, la place à la maison, pour s'occuper du foyer et élever des enfants. À l'école, elles apprennent d'ailleurs la couture, le soin aux enfants et les tâches ménagères. Finalement, leurs conditions régressent énormément dans cette période, alors même qu'elles sont souvent seules à s'occuper du foyer et de la famille pour subvenir aux besoins de tous. La propagande est également au service de la collaboration et met en scène l'exclusion et la répression de tout ce que Vichy considère comme l'anti-France, tout ce qui ne correspond pas à ce fameux modèle de la Révolution nationale. En 1942, la situation va encore s'aggraver et tout bascule de nouveau en Haute-Garonne. Fanny, s'il te plaît, il nous faudrait un deuxième petit point de chronologie. Avec plaisir, Déborah. Revenons sur le contexte. Il y a 2 dates à retenir. La première, le 11 novembre 1942. C'est la date à laquelle la moitié sud de la France, la zone dite non occupée, est envahie par l'armée allemande. Pourquoi ? Début novembre, les armées alliées ont envahi l'Afrique du Nord, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, pour libérer ces protectorats et colonies du régime de Vichy et de l'armée allemande. L'armée alliée est donc maintenant juste de l'autre côté de la Méditerranée. Donc les nazis ont peur que la prochaine étape soit un débarquement dans le sud de la France. En réaction, ils envahissent donc la zone non occupée. Qu'est-ce que cela change pour les Hauts-Garonnais ? Le département passe sous autorité allemande. Les chars et les soldats débarquent et réquisitionnent des logements et des bureaux. Une partie de l'administration se fait désormais en langue allemande. Dans les rues, ils entendent parler allemand. Ils voient des panneaux de signalisation en allemand et des symboles nazis dans les rues. Un nouveau couvre-feu est instauré. L'ennemi est désormais bien présent et l'espoir d'un retour à la normale s'éloigne encore plus. La deuxième date, le 16 février 1943, le gouvernement de Vichy promulgue la loi du STO, le service du travail obligatoire. Cette loi réquisitionne des hommes, notamment des jeunes, pour partir travailler en Allemagne. Le gouvernement français avait déjà instauré un dispositif semblable depuis 1942, qui s'appelait la relève. Mais comme il était basé sur le volontariat, il n'a pas du tout rencontré de succès.
Évidemment, la loi des STO n'est pas bien vécue par toute une partie des personnes réquisitionnées pour partir travailler en Allemagne. La seule solution pour eux, se cacher et fuir. Pour les Hauts-Garonnais, cela veut dire soit rejoindre des maquis à la campagne, soit tenter de passer les Pyrénées pour fuir en Espagne et de là rejoindre les Alliés. L'invasion de la zone non occupée en novembre 1942 et la loi du STO en février 1943 sont donc de véritables charnières qui ont pour résultat une défiance grandissante de la population vis-à-vis du gouvernement de Vichy. L'objet est une carte professionnelle d'un agent de la Gestapo de Toulouse, datée du 25 juillet 1944. Le document est en allemand. La Gestapo est la police politique du régime nazi. Elle est chargée de lutter contre les opposants à la politique d'Hitler en Allemagne, comme dans les pays occupés, et également de s'attaquer à tous ceux considérés comme des indésirables, dont les Juifs. Elle est donc présente à Toulouse à partir de novembre 1942. Son siège est un hôtel particulier sur les allées Frédéric Mistral. Et son rôle est de détruire la résistance et de traquer les populations des minorités considérées comme indésirables. Regardons à présent le nom du propriétaire de la carte. Jean-Marie Dedieu. C'est un nom français. Il s'agit donc de la carte d'un agent français de la Gestapo. Cet homme est ce qu'on appelle un collaborateur, c'est-à-dire qu'il approuve et participe aux actions de l'occupant. Lui n'est pas un simple dénonciateur. Il est très officiellement engagé par la Gestapo. Il est donc intégré à une collaboration institutionnalisée de l'État français avec l'Allemagne nazie. Cette politique de collaboration, dont vous a parlé Fanny, est engagée par le maréchal Pétain dès 1940. Le 24 octobre, à grand renfort de communication, le maréchal Pétain et Hitler se rencontrent à Montoire. Cette poignée de main qui fait alors la une des journaux devient le symbole de la collaboration. Quelques jours plus tard, le 30 octobre, le chef de l'État français déclare « Je rentre aujourd'hui dans la politique de la collaboration ». Cette collaboration est d'abord économique, imposée par les clauses de l'armistice, mais aussi par l'occupation physique du territoire. Elle est ensuite renforcée par l'instauration de la relève et du STO, service du travail obligatoire, dès 1942, comme nous l'avons vu juste avant. La milice, organisation paramilitaire, est un des symboles de cette collaboration. Les francs-gardes sont des volontaires, des civils français. Ils sont environ 600 sur Toulouse et plus de 900 en Haute-Garonne. Ils sont facilement reconnaissables à leurs uniformes et aux brassards qu'ils portent, frappés du signe gamma. Parmi leurs missions, ils participent avec les autorités d'occupation à la traque des résistants et des juifs. Une collaboration institutionnelle, d'État donc, une collaboration directe, comme c'est le cas pour Jean-Marie Dedieu, qui s'engage, comme vous l'a expliqué Fanny, dans l'administration nazie, mais aussi une collaboration parfois individuelle, car certains, en effet, partagent l'idéologie du régime nazi et du régime de Vichy. Les lettres de dénonciation, par exemple, sont extrêmement nombreuses, par appât du gain certaines fois, d'autres fois pour nuire, ou même simplement de manière anonyme pour aider la répression. On le comprend bien, cette collaboration est souvent à sens unique. Et à partir de 1942, quand les troupes d'occupation descendent en zone sud, on le comprend bien, le maréchal a peu de pouvoir et aucun moyen de pression. Cependant, on peut dire qu'en échange, les nazis aident le gouvernement de Vichy à se débarrasser de ce qu'il appelle ses indésirables par une répression et par une déportation dans le système concentrationnaire nazi de persécution autant que de répression. Finalement, qui sont les victimes de cette idéologie et de la révolution nationale qui va prévaloir dans le pays durant ces 4 années ? Voici un tableau du peintre polonais Thomas Gleb, qui représente les actions du résistant Marcel Langer. Il est le chef de combattants de la résistance, la 35e brigade FTP-MOI, composée entièrement d'étrangers. L'œuvre se compose de 5 scènes différentes à la manière d'une page de bande dessinée. À gauche, Marcel Langer est représenté pendant son procès. Le 5 février 1943, il a été arrêté gare Sainte-Agne alors qu'il transportait une valise d'explosifs. Il est jugé pour terrorisme par la justice française. Son accusateur est l'avocat général Lespinasse.
et il est défendu par l'avocat Maître Arnal. Au centre, Marcel est sur le point d'être exécuté. Une guillotine a été amenée exprès de Paris car il n'y en avait pas à Toulouse. Avant d'être conduit à l'échafaud, il crie « Mort aux Boches, vive la France, vive le Parti communiste ». En bas à gauche est représentée la vengeance de sa brigade, l'exécution sommaire de l'avocat général Lespinasse en pleine rue, pas loin de son domicile. Symboliquement, au-dessus de la scène est écrit « Mort aux traîtres ». Le second objet est un article de La Dépêche tiré de la Une du 12 mars 1943, date de la condamnation à mort de Marcel Langer. Il est titré « Un juif polonais est condamné à mort pour détention d'explosifs ». Dans ce titre, Marcel Langer, résistant et combattant de la liberté, français d'adoption, est réduit à 3 choses. Il est présenté comme juif, comme polonais, donc un étranger, et détenteur d'explosifs, donc comme un terroriste, un vulgaire bandit. Terroriste, menace pour la France, parasite, indésirable, meurtrier. Les insultes et les accusations sont aussi nombreuses et variées qu'injustifiées pour présenter dans la presse et par la propagande ce que Vichy appelle l'anti-France. Ceux qui sont visés, désignés, font l'objet d'une propagande et d'une répression féroce et d'une politique d'internement. Les camps d'internement, comme on le voit sur cette carte, sont nés dès 1938, sous le gouvernement de la République, donc. Mais sous le gouvernement de Vichy, ils se multiplient et le réseau des camps s'étend. Sur cette carte, seuls quelques camps sont présentés. En Haute-Garonne, les camps de Noé et du Récébédou, sur la commune de Portet-sur-Garonne, ouvrent en 1941. Communistes, opposants politiques, syndicalistes, mais aussi juifs, étrangers, tziganes, francs-maçons. Ceux qui représentent l'anti-France sont nombreux. Ils deviennent les boucs émissaires de la défaite. Beaucoup sont étrangers ou vont le redevenir par la suppression du droit du sol et par les décrets de dénaturalisation de 1940. Le régime de Vichy est un régime xénophobe. Par principe, il est opposé à tout ce qui est étranger et tout ce qui vient de l'extérieur. Exclus, privés de liberté. Ceux qu'on appelle désormais par la loi les indésirables sont des personnes à renvoyer chez eux ou à interner de manière complètement arbitraire selon les décrets mis en place par l'administration. Aux ressortissants des puissances étrangères internés dès 1939 vont s'ajouter tous les étrangers qu'on considère alors en surnombre dans l'économie nationale. Une partie de l'opinion publique partage ces idées. Déjà en 1939, lors de l'arrivée de plus de 475 000 républicains espagnols durant la retirada, l'accueil avait été mitigé entre un internement massif sur les camps des plages et des centres d'accueil dans certaines communes, entre solidarité et peur de l'autre côté. Persécutés, internés, déportés, les étrangers seront pourtant nombreux durant toute la période à s'engager dans la résistance. Comme Marcel Langer et les membres de la MOI, comme la famille Udave ou encore Ariane Fixman, des hommes, des femmes, guerrieros espagnols, soldats belges, polonais, républicains. Ils sont nombreux à partager ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Le régime de Vichy est donc ouvertement xénophobe, mais il est également plus spécifiquement antisémite. Avec le prochain document que va vous présenter Fanny, vous allez voir que cette politique raciale touche alors en France des personnes de tous âges. L'objet est une carte d'identité ayant appartenu à un jeune homme, Claude Hurstel. Il a 15 ans en janvier 1943, lorsque cette carte est éditée. Il vit à Toulouse avec ses parents, René et Raymonde. Ils tiennent une boutique de vêtements à la Maison de Paris, sur le boulevard Alsace-Lorraine. À partir de la loi de juin 1941 sur le second statut des Juifs, les parents de Claude n'ont plus le droit d'être propriétaires d'un commerce. Leurs biens sont spoliés. Fin 1942, la zone non occupée est envahie. L'une des premières mesures antisémites mises en place par l'occupant est l'obligation de mentionner juif sur les cartes d'identité. C'est le cas sur la carte d'identité de Claude. Lui et sa famille sont désormais fichés. En mars 1943, René et Raymonde sont arrêtés et déportés à Auschwitz où ils sont exterminés. Le jeune Claude a échappé à l'arrestation. Il est pris en charge par les prêtres de son école et caché sous une fausse identité avec une nouvelle carte sous un nom d'emprunt. Depuis août 1940, le gouvernement de Vichy a promulgué en zone non occupée une série de lois s'enfonçant toujours plus dans l'antisémitisme.
En août 1940, la propagande antisémite est rendue légale et le 3 octobre 1940, la loi sur le premier statut des Juifs définit la communauté en tant que race et leur interdit de nombreux métiers, les postes à responsabilité, les mandats électoraux et dans la fonction publique. Le 4 octobre, une loi entérine l'enfermement en camp d'internement des ressortissants juifs étrangers. Pendant l'année 1941, une multitude de lois réduisant peu à peu les libertés de travailler, de propriété, la communauté juive est désormais fichée administrativement. La politique antisémite voulue par le régime de Vichy touche, comme vous venez de le voir, des personnes de tous âges, même les enfants. Cette politique débute donc par une série de lois. Ainsi, l'État se dote des moyens légaux pour organiser la persécution, puis la déportation des Juifs en France. Le décret du 22 juillet 1940 mène à la dénaturalisation et à l'internement de 15 000 Français d'origine étrangère, dont 6 000 Juifs. Après le statut des Juifs, au mois d'octobre, l'État organise en 1941 le recensement des Juifs, puis impose le tampon juif sur tous les papiers d'identité et les cartes d'alimentation, comme vous l'avez vu sur la carte de Claude Jurstel. Puis, le Commissariat général aux questions juives organise l'arianisation des biens juifs. Ainsi, des magasins, des entreprises sont donnés à des personnes non juives, comme c'est le cas pour le magasin de la famille Hurstel, que vous pouvez retrouver en photo juste ici sur le meuble central de l'exposition. Se considérant juifs ou pas, français ou étrangers, ceux qui sont considérés comme juifs à ce moment-là aux yeux de la loi partagent à ce moment-là un destin commun et des dangers grandissants. Ces mesures s'accompagnent, pour se justifier auprès de l'opinion publique, d'une propagande d'une grande violence et d'une grande diversité. Expositions, films d'actualité, livres pour enfants, tracts. Les Juifs sont accusés de tous les maux. Cette propagande vise ainsi à préparer la population aux arrestations et aux déportations qui vont suivre. Mis hors la loi, privés de liberté, les Juifs sont ensuite arrêtés pour motif qu'ils sont juifs, comme le montre cette carte d'arrestation présentée sur le mur où Ziska Rubinstein est arrêtée par la police française au motif qu'elle est juive. Des hommes, des femmes, des enfants sont ainsi arrêtés puis internés en Haute-Garonne dans les camps de Noé et du Récébédou. Depuis ces lieux, c'est la préfecture de Haute-Garonne qui organise le transfert des internés en zone occupée dans des wagons à bestiaux avant leur déportation vers les centres d'extermination situés en Pologne. Grâce au télégramme prêté par les archives départementales de la Haute-Garonne, on comprend bien que c'est en 1942 le gouvernement français qui organise ces déportations. Quelques voix, comme celle de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, s'élèvent publiquement contre les déportations. D'autres font, eux, le choix d'aider clandestinement ces familles. Certains d'entre eux obtiendront après-guerre le titre de juste parmi les nations, mais beaucoup resteront anonymes. Finalement, c'est 2042 personnes qui seront déportées depuis la Haute-Garonne pour motif racial, dont 168 enfants présentés ici, dans notre exposition. Seulement 42 personnes survivront, dont 31 de ces enfants. Parler de la vie quotidienne durant la Seconde Guerre mondiale, vous l'aurez compris, c'est aussi parler de gens, mais c'est surtout parler de choix. Étudier les archives et les objets qui nous sont parvenus nous permet, comme le ferait un enquêteur avec des preuves, d'établir des faits, de comprendre la vérité. Cela nous permet aussi de démystifier certaines idées reçues. Tous résistants, tous collabos, votre travail vous a permis de comprendre que la vérité était bien plus complexe. Alors qu'en 1944, De Gaulle déclarait Vichy nul et non avenu, reléguant ainsi 4 années de collaboration, de propagande et de persécution à une parenthèse politique, il faudra longtemps, très longtemps, et le travail des historiens, le même que vous avez fait aujourd'hui, pour rétablir les mémoires, des mémoires qui sont aujourd'hui très loin d'être à tout apaiser. Mais cela pourrait être le sujet d'une prochaine visite du musée. À bientôt. Au revoir.